Hey, salut! Bienvenue chez Crée-moi, Crée-moi pas, un podcast créé spécialement pour toi. Ah ben gardons, ça a l'air que c'est le deuxième épisode. Content de vous revoir. Écoute, encore une fois, on est ici pour fournir des conseils pratiques puis philosophiques qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Bon, là, j'espère que j'ai réveillé tout le monde qui cognait des clous. Parce que là, c'est plus le temps de se la couler douce, là. Là, c'est le temps de porter sa tuque avec la broche. Parce que c'est le temps de porter attention. Écoute, j'ai même appris de ma leçon de l'autre épisode. Je me suis déjà tiré une bûche. Pis garde, je suis en train de déjà respirer par mes deux narines. Pis mon pompon, pas besoin de le calmer, il est déjà calme. Écoute, pas plus compliqué que ça. On s'entend que l'anxiété, c'est pas cool. Mais êtes-vous écœuré de délai avec ça? Écoute, si vous vous questionnez avec qui vous êtes ou comment vous êtes, ben, je vous invite à continuer d'écouter. Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à Crée-moi, Crée-moi pas. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, prenez le temps de l'écouter. Vous allez connaître un peu la fondation de ce podcast. Autrement dit, regardez-le. Ici Michel Gaudet. Et moi, je m'appelle Charles Porter et pour une petite demi-heure, nous allons passer des moments ensemble en train de rire, de discuter, partager des histoires et peut-être explorer des idées qui seront pratiques pour la vie, quelques idées philosophiques aussi, mais surtout des idées pratiques. Et cette saison, on a choisi de regarder la deuxième pandémie. Qu'est-ce que c'est la deuxième pandémie, Michel? La deuxième pandémie, malheureusement, c'est l'anxiété. En fait, l'anxiété était là bien avant la pandémie, mais c'est sûr qu'en étant confiné, en étant restreint de voir les gens, l'anxiété peut définitivement monter. Je sais, pour moi, c'était le cas. Alors, c'est pour ça qu'on va en discuter, on va parler des côtés pratico-pratiques, mais aussi comprendre c'est quoi, comprendre un peu plus par rapport à ça. Et en tout cas, on va discuter de ça. Mais avant d'aller dans le sujet... Ah, j'espérais que tu allais oublier. C'est important. Vous voyez Charles ici, vous voyez qu'il n'y a pas un accent québécois encore. Alors, on l'initie aux Québécois. Il faut qu'ils apprennent à parler en vrai québécois. Alors, espérons qu'à la fin du podcast, il faut être capable. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une expression en québécois, une expression québécoise qu'il doit dire, et après, on va lui expliquer c'est quoi, en moins qu'il sache, mais je pense pas qu'il connaît la signification. Mais on va écouter Joey dire l'expression québécoise. Fait que maintenant, j'espère que vous vous rappelez de l'expression québécoise qu'on a vue la semaine passée, que Charles a floppé bien raide. C'était « Hey, que je suis bas ». Mais là, cette semaine, on va avoir une nouvelle expression qui est « swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois ». Puis là, maintenant, on va aller s'éclater de rire à attendre Charles dire l'expression. Et que je suis bot, c'était pas mal la semaine dernière, mais là, j'ai pas compris Joey. 2, je ne comprends pas ce que je lis, mais je vais lire l'expression qui m'est écrite ici et on va voir si on peut me l'expliquer. Mm-hmm. Swing, c'est un mot anglais, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. OK, il y a des mots que je comprends, mais mis ensemble, ça n'a aucun sens. Aucun du tout. Dis-le-moi encore. Est-ce que tu sais c'est quoi une bacaise? Premièrement. Non, aucune idée. Bacaise. OK. Alors, swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois. C'est une bacaise, en fait, c'est une toile. C'est une bâche qu'on peut dire aussi. Alors, une vache? C'est une bâche. B. Bâche. OK, il faut dire le B. Bâche. C'est pas une vache, c'est une bâche. OK, ça j'ai compris. Ouais. Alors, une bâche. Bâche. C'est ce qu'on utilisait pour mettre les bouts de bois quand tout le monde chauffait leur maison avec du bois, avec un feu. Et dans le fond, quand on terminait de chauffer, mettre le bois dans le feu et tout, dans le temps, historiquement, on mettait la bâche dans le fond de la boîte à bois. Ou la boîte à bois, comme tu veux. Alors, la boîte à bois, c'est ce qu'on mettait, où est-ce qu'on entreposait notre bois.
Alors, quand tu finis de travailler, une fois que tu finis ça, tu mets ta bâche là, tu mets ta baquette là. Et ce que ça veut dire, c'est on a fini de travailler, là, on peut s'en aller fêter. C'est ça l'expression qui est en ce moment, là, quand on dit ça. Donc, on pensait qu'on allait pouvoir swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, mais apparemment, le COVID, on n'est pas encore là. Ouais. On n'a pas encore fait le swing. Et je ne sais pas toi, mais la pensée que le COVID va durer un petit peu plus et que cette pandémie d'anxiété avec laquelle tout le monde lutte va continuer. Je pense que c'est difficile de considérer. Ouais. Pour moi, ça me ramène à une histoire d'ours. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'histoire d'ours. Peut-être ce serait le moment de nous rappeler de ce que c'est l'histoire d'ours, Michel. Oui, l'histoire d'ours, comme Anne nous l'a dit, c'est, dans le fond, on se crée une histoire qui nous fait très peur. C'est comme si on affrontait un ours devant nous, mais que l'ours n'est pas réellement là. C'est vraiment une histoire qu'on se crée dans la tête. Où est-ce qu'on et qui amène l'anxiété, qui amène le stress, mais qui est pas réel, qui est pas là. Alors c'est ça l'histoire d'ours, dont notre thème. So, l'histoire que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. C'est pas vrai, ça va finir. On va y arriver. Mon père m'a dit souvent, tu vas y arriver. Tu ne vas pas ressembler à beaucoup quand tu arrives. L'idée, c'est que tu seras peut-être moche ou crevé quand tu arrives, mais tu vas y arriver. Et je pense que pour moi, l'idée, l'ours dans ma tête, c'est ça va jamais finir. Et le gouvernement va toujours changer l'histoire. La réalité, c'est que ce n'est pas une réalité. On va y arriver. Et ce qui m'amène à notre conversation aujourd'hui, parce que la semaine dernière, on a parlé de la vérité. Qu'est-ce qu'on sait qui est vrai? Et on a donné un exercice de grounding. Si vous n'avez pas écouté, il faudrait écouter ça. Mais j'ai pratiqué ça il y a 2 jours parce que j'étais complètement stressé, trop de travail. Et puis, je commence à faire mes impôts. Et maintenant, il faut que je les fasse dans 2 pays différents. Et je fais des études en plus. Et puis, mes enfants. Et je commençais à me sentir stressé. Et je me suis dit... OK, il faut faire du grounding. 5 choses que je peux toucher. J'ai touché 5 choses. 4 choses que je peux voir. 3 choses que je peux entendre. 2 choses que je peux goûter. Et j'ai oublié, c'est quoi le 5e sens que j'ai oublié? Toucher, voir, goûter. Sentir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je ne sentais rien à ce moment-là, mais ça m'a aidé de me remettre dans la réalité. Aujourd'hui, on voulait continuer la conversation sur une des sources d'anxiété, je pense, qui est surtout parmi jeunes personnes, mais ça peut être pour personnes moins. Qu'est-ce que c'est l'histoire dont on va parler, l'ours dont on va parler aujourd'hui? Oui, on va parler un peu de l'identité. Je crois que souvent, mais surtout, c'est à partir de l'adolescence, vraiment adulte, on cherche où est-ce qu'on va, mais on se cherche aussi en tant que personne à un moment donné. Même les adultes, bien plus tard, quand ils sont vraiment dans leur milieu de travail puis ils se sentent pas bien, à un moment donné, ils se demandent, mais qui suis-je? Où est-ce que je suis? C'est qui, moi? Où est-ce que je me sens bien? Et avec quoi je peux m'identifier réellement. Parce que les choses viennent et ça part. Bref, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, l'identité, c'est ça, c'est quelque chose qui a un fondement et qui ne change pas. Ben, en fait, nous, on peut changer, oui, là, mais je veux dire, les choses autour de nous peuvent changer, mais c'est vraiment le centre de qui on est, le centre de ce qu'on fait, c'est le centre de comment qu'on agit,
c'est de là part beaucoup de choses. Et récemment, j'en parle de plus en plus avec des gens autour de moi par rapport à l'identité, qu'il y a des gens qui se cherchent. Surtout, les gens qui commencent à se poser des questions, c'est souvent des gens qui vivent des moments difficiles et après ils se posent la question. Mais on n'est pas obligé d'attendre de vivre des moments difficiles pour pouvoir se poser la question. Parce que quand on le sait, on est beaucoup plus confiant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et dans notre peau, on est beaucoup plus confiant. Et ça transparaît. Alors, on va parler de l'identité. Puis, ouais. Et Charles, toi, d'où tu viens, toi? C'est quoi où est-ce que tu t'identifies en tant que personne? Michel, je dois avouer que je déteste cette question. Je la déteste depuis que je suis enfant. Non, et je t'explique pourquoi. Comme enfant, j'habitais au Texas. Je suis pas né là, mais directement comme bébé, on a commencé à vivre au Texas. Et puis à l'âge de 7 ans, on a déménagé en Europe, dans mon accent un peu français. Mon vocabulaire pas parfait, mais l'accent un peu européen. Et puis à l'âge de 18 ans, je suis revenu aux États-Unis. Mais en Europe, j'étais l'Américain. Aux États-Unis, j'étais l'Européen. Et j'ai fait mes études au nord des États-Unis. Mais au nord des États-Unis, je viens du sud. Mais à cause de mon accent anglais maintenant, quand je visite ma famille dans le sud, je viens du nord à cause de mon accent. Donc, d'où est-ce que je viens? Parce que normalement, il y a 2 questions. D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Ouais, exactement. Et puis, je suis parti, j'ai vécu 2-3 ans, j'ai fait mes études, 2-3 ans, et puis après 2-3 ans comme ça, on est parti en Afrique. J'étais marié en ce moment-là, et j'ai passé 13-14 ans en Afrique. En Afrique, je suis américain, et puis quand je suis revenu en Amérique, je viens de l'Afrique, mais les gens ne comprennent pas parce que tu n'es pas... ton ethnicité n'est pas africain. Et puis maintenant, je suis au Québec et je suis complètement confus. Qui suis-je? Toi, comment est-ce que tu t'identifies, Michel? Parce que tu as un peu québécoise, mais pas exactement, non? Oui, mais je pense que la plupart, c'est québécois. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, je suis née dans une famille québécoise et tout. Mais tous mes études, je les ai faites en anglais, à part l'université. C'est la première fois que je vais à l'école française. Et là, ça paraît que mon français est pas super. En tout cas, je fais des fautes à chaque phrase qui se mêle. Mais ça, même les Québécois ont de la misère à écrire. C'est pas grave. Mais c'est ça, c'est à cause que je suis allée à l'école anglaise. Aussi, je me suis fait des amis anglophones. La plupart du temps, je parlais en anglais parce que le seul temps que je parlais en français, c'est vraiment chez moi. Mais quand même, tu sais, on passe tellement de temps à parler à nos amis puis à l'école qu'on parle tout en anglais. Et ça fait que chez nous, moi, j'étais considérée la tête carrée. J'étais celle qui parlait le plus anglais, même si mes frères et sœurs sont allés à l'école anglaise. J'étais quand même la plus anglophone d'un sens. Mais c'est sûr qu'à l'école, moi, j'étais considérée comme la francophone, comme la québécoise, parce que je parle bien français. Bref, et partout, ça dépend avec qui je parle, mais je suis identifiée d'une manière, et de l'autre côté, je suis identifiée de l'autre manière. Puis là, je me suis posé la question, je suis quoi, je suis francophone ou anglophone? C'est lequel qui est plus? Puis là, de nos jours, si quelqu'un me pose la question, je dis juste les deux. Ça n'est pas comment je fais. Comment je vais... C'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux. Je pense pour chacun, qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question fondamentale pour peut-être quand je pense, par exemple, on habite au Québec, quelles sont les idées qui sont connectées avec le Québec? Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ces maisons de sirop, maisons d'érable. Pourquoi est-ce que vous faites tout avec l'érable? C'est fou! Steak érable, probablement, je sais pas. Ah, mais oui, mais il y a des ribs à l'érable que tu peux acheter à l'épicerie des fois. Parce que j'en ai acheté au IGA il y a quelques semaines. C'est très bon. Qu'est-ce que, pour toi, quand tu te penses québécoise, les idées qui viennent rapidement, quelles sont-ils?
Ah, mais c'est sûr l'érable. Il y a la poutine, évidemment. On peut pas... Oh, explique la poutine. OK. Faut que tu m'expliques parce que j'en ai une qui est OK. Mais jusqu'à ici, j'en ai pas trouvé de bonne, mais je dois avouer que à cause du confinement, j'en ai pas essayé beaucoup. Ouais. Explique-moi un petit peu le poutine. Pourquoi le poutine? Pourquoi? Mais écoute, c'est facile à faire, hein? C'est des patates. Nous, on a plein de patates, hein? En tout cas, moi, mes grands-parents mangeaient tout le temps des patates. Ma mère elle me dit, manger des patates, beurre de pinot. Tu sais, c'est patates partout. Mais pourquoi la poutine? Parce que c'est bon. C'est du fromage en plus. Ouais, du fromage, puis de la sauce. Puis des frites. Moi, je suis quelqu'un de patates. J'aime vraiment les patates. Pour vrai, mon chum, quand il veut me faire plaisir, il m'emmène des patates, puis je suis toute énervée. Puis là, je crie partout dans la maison. Puis je suis comme, il y a des patates! Qui vient manger? OK, le poutine, l'érable. J'ai fait une petite recherche. OK, les Québécois, le poutine, l'érable, tourtière, oreille de Christ. Oreille de Christ, c'est quoi? C'est pas mal du gras. Frit, genre. Le pain fourré? Ouais, pain fourré, mais en tout cas, chez nous, ça fait partie de notre repas de Noël, là. C'est du pain avec la viande, là, qui est juste à l'intérieur. Puis on dit fourré, mais en tout cas, ça a deux termes, ça a deux significations fourré. Fait qu'il faut faire attention. Mais au Québec, c'est correct. Et quand on parle de l'identité, l'anxiété, si on retourne à notre conversation d'anxiété, l'anxiété vient, je pense que si on perd cette identité, c'est dur de la rattraper. C'est dur de choisir. Et je pense que pour beaucoup de personnes ces jours-ci, ils veulent choisir une identité, mais ils n'ont pas bien compris comment l'identité marche. OK? So, au début... on a écouté une petite interview de ton amie Anne de nouveau, qui parle un petit peu de comment les enfants et puis les jeunes adultes forment leur identité. Ouais. Oui, effectivement, les enfants vont s'identifier aux parents parce que depuis jeunes, depuis qu'ils sont nés, ils sont tout le temps avec les parents. Puis une fois quand ils sont séparés de leurs parents pour les premières fois, souvent ils vont péter des crises ou whatever. Ça s'appelle l'anxiété de séparation. J'ai une histoire qui est assez embarrassante au sujet des enfants. C'est les meilleurs. Ouais, les meilleurs. Mais quand j'étais petit, et j'étais pas super petit, peut-être 5 ans, 6 ans, mes parents, c'était la première fois que j'avais permission de passer la nuit chez un ami. Et à minuit, c'est bon, les mobiles avant FaceTime et tout ça. Donc, mes parents ont reçu un coup d'appel. Il faut venir prendre Charles. Il a peur, il crie. Okay. À 11 heures le soir, j'avais peur. Il fallait que maman vienne me chercher. C'était embarrassant devant mes amis. Mais à la même chose, je ne pouvais pas me séparer de la peur d'être séparé de mes parents. Plus tard, comme ado, je voulais rien avoir avec mes parents. Oui, c'est ça. C'est pourquoi? C'est pour ça? Pourquoi? Parce que rendu à l'adolescence, après, on commence à développer ce côté, il y a un autre côté d'intelligence qui fait que dans notre tête, nos parents ne nous comprennent pas, ils ne savent rien. Puis s'identifier à leurs amis, les ados, puis je veux dire, je pense qu'on peut tous se voir là-dedans, ou est-ce que comme les amis, c'est comme ce qui est le plus important, à part mon frère jumeau pourrait. Ça ne dérange pas d'avoir pas d'amis ou un ami. Lui, c'est correct. Parce que je ne le comprends pas. Moi, je suis le contraire. C'est l'exception à la règle. Mais normalement, à l'adolescence, si on s'identifie à nos amis, on veut passer du temps avec eux. C'est eux qui nous comprennent, qu'on discute avec. Puis les parents, moins, là, rendus à ce moment-là. Oui. Et après ça, je pense que c'est encore plus compliqué. Parce que pour moi, au moins, mes amis, je les ai choisis, mais pas exactement, parce que c'est l'école qui a choisi mes amis.
Ou peut-être si vous allez à l'église ou vous jouez au sport. C'est ça qui choisit vos amis et on se forme l'identité autour de ça. Et puis, quand j'ai quitté l'école, tout à coup, je dois choisir tous mes amis parce que mes amis ont du travail, leurs horaires ne sont pas les mêmes que le mien. Peut-être que je change de travail. Et j'ai trouvé, surtout quand j'ai enseigné à l'université, que c'était un moment de réflexion ou de recherche de qui suis-je vraiment, parce que pour la première fois dans ma vie, une personne peut choisir tous ses amis. Donc, ils peuvent garder les sortes d'amis qu'ils avaient avant ou ils peuvent se reconstruire. Et je pense qu'il y a deux choses qui deviennent très problématiques en ce moment-là. Si je ne sais pas d'où vient ma valeur ou d'où vient mon identité, je peux être très confus. Je peux avoir beaucoup d'issues et peut-être pas moins pour les femmes, tu devras me dire, parce que je n'en suis pas une. Mais pour moi, l'histoire était de me chercher dans mon identité de travail. Et je suis parti en Afrique, j'ai commencé des choses, j'avais beaucoup de succès, j'avais 5 personnes qui travaillaient pour moi, j'avais une organisation qui servait au plus de 500 personnes et j'avais beaucoup d'influence. Et puis, mon fils est tombé malade et j'ai dû quitter ça et le laisser et revenir aux États-Unis. Et cette identité, je l'ai perdue complètement. Et je t'avoue, Michel, c'était dur. Dur parce que quand on s'identifie avec la performance, si la performance va bien, c'est facile. Mais si la performance ne va plus ou qu'elle est enlevée, donc, qui suis-je? Comment puis-je trouver mon identité? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Ta génération, vous ne vous rappelez pas d'un moment où Facebook n'était pas la réalité? Ben, quand il y avait MSN. MSN, OK. Moi, je suis de cette génération. Ouais. OK. Presque, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse pas ces anciens réseaux. On les garde et puis on multiplie de nouveaux réseaux. Et tous ces réseaux essaient de nous dire qui nous devrions être. Et la confusion continue je dois plaire à tout le monde. Et cette anxiété de performance, tu m'as encore dit quelque chose que Anne nous avait communiqué. Oui, juste avant, je pense par rapport aux réseaux sociaux, pour vrai, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a aussi, ça nous mène à comparer et à vouloir acheter. C'est vraiment leur but, c'est d'acheter. Que tu dépenses plus. Okay. Si vous ne savez pas, ben, je vous apprends quelque chose. mais écoute, pour vrai, cette semaine, j'ai passé, en tout cas, à fin de session, je suis comme plus distraite, là, puis je vais sur les réseaux sociaux, puis je me dis, écoute, je pense que comme, il ne faudrait pas que je scroll. Parce qu'il y a tellement de choses que tu vois, puis même les publicités, tu ne te sens jamais bien après. C'est rare que tu te sens bien après, que tu te sens bien dans ta peau, que tu te dis, moi, je suis à une bonne place après d'avoir regardé les réseaux sociaux. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je sais, moi, je connais des gens qui mettent ça de côté, qui enlèvent les applications ou qui se mettent des limites. Moi, je me mets plus de limites. Mais c'est prendre en considération ça quand vous allez sur les réseaux sociaux. Premièrement, c'est fait exprès pour que vous passez plus de temps dessus. Et deuxièmement, il y a beaucoup de comparaisons qui se fait pour pouvoir acheter des produits par rapport au... en tout cas, bref. Alors, juste pensez là-dessus, puis regardez dans votre vie, c'est quoi qui est mieux pour vous. Je n'hésite pas d'enlever les réseaux sociaux, mais de voir à quel impact, c'est quoi les limites que vous devez vous donner. Puis ça va vous aider par rapport à l'anxiété. Et il y a des études là-dessus. Je n'ai pas fait de recherche. Il y en a beaucoup. Mais c'est ça, puis c'est la réalité. Et même faites le test, sinon.
Je peux ajouter peut-être, quand j'étais enseignant, j'offrais à tous mes étudiants 10%, donc une note complète. Si pour 30 jours, ils fermaient leur mobile. Même Je serais les contente. textos. Même les textos. Ouais. Le mobile est un téléphone. En plus, ils ne pouvaient pas utiliser YouTube, Netflix, et il me disait, il y en avait un qui me disait que j'étais sadistique ou méchant. Je leur dis, je t'offre quelque chose de gratuit. Pourquoi est-ce que je suis méchant? Ouais. Et chaque année, il y en avait 4 ou 5 qui prenaient le défi parce qu'ils voulaient une note. Et donc, j'ai pu étudier comme expérimentation scientifique qu'est-ce qui se passait. Et leur réaction était la même que de sortir d'une drogue, de la cocaïne, de s'en sortir. Et puis, chacun d'eux, leurs notes à l'école ont monté rapidement. Leur anxiété est allée dans... Ils n'en avaient plus. Donc, si on sait que ces réseaux créent l'anxiété, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en enlever? Et je pense que parce qu'on a peur que je vais manquer quelque chose. FOMO, en anglais, on dit FOMO, je ne sais pas au Québec, Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose. La réalité, c'est que tu manques beaucoup de choses. Et si on veut prendre contrôle de notre vie, s'identifier comment on le choisit, il faut faire ça. Mais OK, retournons à la conversation parce que ça, c'est une conversation complète d'un autre jour. Anne est anxieux de performance. Oui. Oui, on va l'écouter expliquer ça. L'anxiété de performance, ça peut être perçu comme faisant partie de l'anxiété sociale parce qu'en quelque part, c'est d'avoir peur du jugement des autres à travers les notes que nous autres, on a. Que les autres voient, mettons, notre bulletin puis disent « Ah, mais t'es non même pas bon » ou d'avoir peur de ce qu'ils vont penser en voyant comment on réussit à l'école ou comment on réussit dans notre travail. Donc, ça commence avec, par exemple, une évaluation de facteurs de stress face à un examen. Là, ça va créer beaucoup d'anxiété parce qu'on va percevoir la situation comme étant menaçante pour, justement, par rapport à notre ego, on sent que notre ego est menacé parce qu'on peut percevoir négativement le jugement des autres. Ça va mener à faire de l'évitement de la situation ou de la procrastination dans les études, par exemple, pour un examen. Quand on procrastine, on évite de faire face à cette anxiété-là qui va être générée, par exemple, quand on va étudier parce que ça va nous mener à penser à l'examen. Puis d'utiliser la procrastination ou l'évitement de faire face à l'anxiété par rapport à l'examen, ça peut mener à une diminution de la performance à cet examen-là. Puis ça, c'est un cercle qui tourne parce qu'après ça, on va percevoir l'examen comme encore plus menaçant les prochaines fois. On va avoir encore plus peur de nos résultats puis de ce que les gens vont penser de nous. Différents types d'anxiété face aux évaluations. Il y a ceux qui ont des difficultés à étudier ou à apprendre ou qui n'ont pas des bonnes techniques d'études. Ça va leur créer beaucoup d'anxiété face aux résultats qu'ils peuvent avoir. Il y a ceux qui vont accepter l'échec, mais ça va quand même créer beaucoup d'anxiété de faire face à cette évaluation-là, même si on accepte d'échouer. Il y a ceux qui vont éviter l'échec. Fait que ça va être, mettons, je suis pas bonne en maths, mais je vais éviter tous les cours de maths, puis je vais faire les autres cours dans lesquels je sais que je suis bonne. Par exemple, je sais que je suis vraiment bonne en français, puis je vais prendre tous les cours de français, puis je vais réussir dans ces cours-là. Je sais que je vais être bonne. Il y a le syndrome de la page blanche. C'est d'arriver devant son examen, puis là, on a tout oublié. On sait plus. On a un gros blanc de mémoire face à l'examen. Il y a l'auto-handicap. Ça, c'est, par exemple, d'avoir peur de faire une crise de panique pendant l'examen qui nous mène à avoir beaucoup d'anxiété face à cette peur-là, puis qui peut même nous mener à faire une crise de panique parce qu'on est trop anxieux. Puis, il y a les perfectionnistes, les étudiants qui étudient beaucoup, 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 beaucoup pour être sûrs d'avoir une vraiment bonne note. Merci, Anne. Je ne sais pas si vous vous êtes vus là-dedans. Ça se peut que oui. Mais c'est sûr que dans notre société, la performance est toujours mise de l'avant. Il faut toujours plus performer. Et ça fait partie de la société. C'est difficile de ne pas s'identifier à ça. Et même
pour tu sais, les générations futures. Mais c'est important de se rappeler et de même rappeler aux autres que ton identité ne se retrouve pas dans la performance. Même si tu échoues, tu ne perds pas de valeur. Et ça, c'est important. Puis moi aussi, je dois me le répéter, du sens que, ben, en fait, je parlais un peu à Charles avant qu'on enregistre par rapport à la perfectionnisme. Moi, j'ai tendance à vouloir apprendre tout de suite et l'avoir tout de suite. Alors, ça vient aussi avec la performance. Mais votre valeur ne se réduit pas quand vous ne performez pas. Que vous soyez productif une journée et pas productif du tout une autre journée, ou même incapable de faire les choses de base de la vie, votre valeur reste la même. Et c'est important de le dire. Et moi, je vous mets au défi de le dire à quelqu'un, dans votre entourage cette semaine. Prenez le temps de dire « Hey, en passant, tu as de la valeur Puis je parle pas de ce que tu as fait, mais vraiment la personne que tu es, vous lui dites un compliment par rapport à la personne qui est. Alors, c'est votre petit défi cette semaine. Il y a d'autres identités comme failles dans l'identité qu'on peut dire qu'on a vu dans un livre. C'est un psychologue depuis des années, je ne me rappelle plus combien d'années qu'il fait ça, mais c'est Rob Reimer. Et son livre s'appelle Soins d'âme, guérison de l'âme. Et il vient de sortir en français. Et il va parler dans un des chapitres de l'identité. Et il y a 3 failles d'identité typiques que les gens vont avoir. Le premier, c'est plaire aux gens. Alors, c'est quelqu'un qui veut plaire aux gens. Alors, si vous êtes quelqu'un qui va essayer d'agir ou parler d'une manière à ce que vous pensez que l'autre veut que vous dites ou que vous agissez, ça peut être ça, OK? Alors, je vais juste reformuler si vous n'avez pas compris. Si vous essayez de deviner c'est quoi que la personne veut et vous essayez de vous conformer à ça, c'est peut-être justement une manifestation de l'identité de plaire aux gens. Alors, vous voulez plaire aux gens et vous basez là-dessus. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ça l'amène une anxiété. Moi, je suis ça, OK? Et il faut que je me le rappelle de pas penser comme ça, mais vraiment agir selon c'est quoi qui est juste, qui est vrai et non par rapport à les autres. Et même par rapport à mon jugement, parce qu'il faut aussi regarder c'est quoi qui est agir conformément à ce qui doit être fait et non par rapport aux opinions des autres. Bref, le deuxième, c'est la perfection. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste et que c'est tout ou rien, que vous jugez quelque chose de pas bon de ce que vous faites parce que c'est pas parfait, c'est aussi, ça démontre ceci. Mais la réalité, c'est que c'est pas obligé d'être parfait. Rien dans ce monde est parfait. Vous n'êtes pas parfait, mais vous avez de la valeur. Vous avez la valeur, peu importe, et comme qu'on a dit tantôt. Le troisième, c'est le contrôle. Alors, quelqu'un qui s'identifie sur ce qu'ils ont en contrôle. Et aussitôt qu'ils n'ont pas le contrôle de quelque chose, ça vient vraiment amener une anxiété, ça vient les débalancer, ça vient mettre plein de doutes parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Alors, c'est ça. Et une petite idée pour remettre toutes ces idées en place. Parce que plaire aux gens, la perfection, le contrôle. Si on regarde un petit enfant, un bébé par exemple, est-ce que cet enfant a de la valeur? Oui. Est-ce qu'ils essaient de plaire aux gens? Pas beaucoup. Ils rient parce qu'ils trouvent ça drôle. Ils apprennent rapidement, mais au début, un petit bébé ne fait rien pour plaire aux gens. Il fait rien pour plaire aux gens, mais un bébé nous plaît. Pourquoi? Parce que c'est une personne de valeur. Un bébé ne fait rien de bon. Rien. Ils vont à la toilette quand ils veulent, ils crient quand ils ont faim. Ils ne font rien que peut-être de sourire, mais il n'y a pas de perfection. Mais quand on regarde un bébé, on dit c'est de la perfection. Et puis, ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont pas de contrôle. Ils doivent faire confiance aux autres. Mais quand nous regardons cette personne
nous disons, il y a beaucoup de valeur dans cette petite personne. Oui. Et pour moi, je voudrais revenir à la fin de cet épisode. Nous avons parlé de se chercher. Mhm. Et pour moi, j'ai dû trouver une base, une fondation de respect, de dignité, d'honneur, qu'on pourrait dire, de respect, pas de soi, mais de respect de la fondation que je suis une personne. C'est quelque chose d'assez simple, mais je suis une personne. J'ai des pensées, j'ai des valeurs, j'ai moins de cheveux que certains, genre plus que d'autres, mon ventre est plus grand que certains, plus petit que d'autres. C'est toutes ces comparaisons. J'ai des amis qui ont beaucoup plus d'argent que moi, ils ont de l'anxiété. J'ai des amis qui ont beaucoup moins que moi, ils ont de l'anxiété. Donc, les solutions qu'on pense qui sont là ne sont pas basées là. Mais quand je suis devenu confortable, je me suis dit, en moi, je reconnais que je suis une personne créée, si vous voulez, une personne qui a la valeur parce que je suis. Et je pense que quand on essaie d'aider nos amis, on fait des erreurs. Par exemple, avec ma fille, quelqu'un m'a partagé quelque chose et je fais un vrai effort je lui dis qu'elle est belle, oui, mais quand je lui dis qu'elle est belle, je lui dis aussi toujours quelque chose qui reflète son caractère. Tu es intelligente, tu es capable, tu es persistante. Et parfois, je lui dis, je me souviens une fois, elle était toute petite et c'était juste avant Noël. Et oh là là, les bêtises qu'elle avait fait. Et j'étais fâché avec elle. Et j'ai écouté une petite voix derrière moi. Elle m'a dit, Papa, est-ce que je vais perdre Noël? Est-ce que je vais perdre Noël? Et je lui ai dit, Alana, je te donne Noël parce que je t'aime, pas parce que ce que tu fais. C'est une idée qui sort de la pensée chrétienne, d'une idée de grâce. La grâce vient parce qu'on ne le mérite pas. Mais c'est donné parce qu'on reconnaît la valeur de la personne. Et au lieu de m'identifier avec ce que je fais, aujourd'hui, ces questions d'identité sont partout. Identité sexuelle, identité de travail. Et je voulais dire ça un petit peu. Je connais des gens qui sont, à cause d'une infirmité ou quelque chose, ils n'auront pas d'enfants, ils n'auront pas d'identité sexuelle parce que ça leur est coupé. Est-ce qu'ils ont de la valeur comme une personne? Oui. Donc, mon identité de base n'est pas dans une identité sexuelle, dans une identité ethnique, dans la couleur de ma peau. Ma valeur est dans ma personne. Je suis. Et quand on regarde les personnes autour de nous, je vois une personne qui a de la valeur et une des choses qu'on peut faire qui est la plus forte, c'est de parler, de donner de l'honneur à une autre personne, de donner de la dignité à une autre personne. Quand on leur parle, on leur donne de la dignité. S'ils ont capacité de nous aider ou pas, s'ils ont l'intelligence ou pas, s'ils ont une beauté extérieure ou pas, on reconnaît leur dignité. Et ça fait quelque chose de puissant quand quelqu'un reconnaît que tu es là et que tu as de la valeur. Oui. Oui. Vraiment bien dit. Alors, j'espère que ce que vous avez retenu aujourd'hui, c'est que votre identité ne dépend pas de votre performance, de ce que vous pouvez faire, mais qui vous êtes. Alors, je vous encourage à prendre le temps de découvrir votre identité, qui vous êtes, c'est quoi votre fondation. Et vous basez là-dessus pour prendre les décisions puis entamer la vie qui peut être si belle avec les décisions que vous prenez. Alors, avant de remercier tout le monde, on veut vous donner un pratico-pratique
par rapport, tu sais, ça va vraiment avec l'anxiété, mais même les moments de chercher vous-même et chercher votre identité. On veut vous donner un petit truc qui s'appelle la respiration en boîte ou en boîte. OK, moi je dis boîte, je m'excuse. Ouais. Ça dirait comme un canard quand tu le dis, Charles. Boîte. Alors, si quand vous allez entendre un canard, vous êtes mieux de vous rappeler la respiration en boîte. Bon, alors la respiration en boîte, c'est vous allez inspirer pendant 4 secondes, garder votre respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, garder encore. Et là, ça recommence. Alors, vous faites ça pendant 30 secondes, pendant 2 minutes. Moi, je l'ai fait pendant 5 minutes. J'aurais pu continuer pour vrai. Mais ça détend et ça nous ramène plus posé. Alors, c'est ça, c'est notre petit truc. Alors, quand vous entendez des canards, pensez aux respirations en boîte. Puis, avant de vous coucher, vous pouvez faire cet exercice-là de respiration pour vraiment vous détendre et mieux dormir. On peut essayer ça et puis on va remercier tout le monde. So, respirons ensemble. Hey. So, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4. Et déjà, après une fois, je me sens mieux. Ça marche. Donc, la bataille est dure, mes amis, mais cette respiration en boîte nous vient des militaires qui font ça au milieu de la bataille. Donc, si vous avez une bataille avec l'anxiété, c'est un parcours très, très simple d'apprendre de respirer en boîte. Et en faisant ça, nous vous remercions de votre temps aujourd'hui. En parlant de l'identité et l'anxiété, si vous avez des questions comme normal, envoyez-nous sur nos réseaux sociaux à Crée-moi pas, TikTok, Instagram et Facebook. Et puis, le courriel, c'est quoi, Michel? C'est cmcmpas@gmail.com. On veut mettre un post en passant cette semaine sur quelle est la meilleure place où chercher une poutine. C'est important. Okay. Si on veut initier Charles, comme du monde au Québec, suggérez dans les commentaires, quand vous voyez ce post-là, quelle poutine que vous suggérez à Charles. Aussi, on aimerait ça juste vous dire, si vous voulez que votre face apparaisse sur les réseaux sociaux, et nous, on veut voir votre belle petite face, envoyez une vidéo de vous-même, un selfie, photo droit, là, OK? Et dites « Crée-moi pas le plus québécois possible ». Et vous envoyez ça par le courriel cmcmpas@gmail.com et vous allez voir votre face sur nos réseaux sociaux. Autre chose, c'est si vous sentez que vous voulez avoir plus d'aide par rapport à l'anxiété et tout, nous avons une professionnelle à vous suggérer, à vous mettre à votre disposition. Vous allez voir ces informations ici-bas. Elle s'appelle Isabelle Joret. C'est une consultante en relation d'aide et elle a très hâte de parler avec vous. Alors, n'hésitez pas de la contacter et c'est une femme très charmante. Alors, aussi, dernièrement, on veut toujours remercier une belle équipe qui travaille vraiment fort avec nous. On veut remercier Jonathan et son équipe dans la production en faisant toutes ces vidéos-là. La plupart des gens qui ont trouvé ce podcast l'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Donc, merci Jeremiah et ton équipe qui fait que ça soit possible. Oui, merci Richemont et sa belle équipe qui continue à nous encourager, nous envoyer des pensées positives et à vous aussi. Et puis, merci, Joey. Je ne te comprends pas, mais merci que tu m'inities aux Québécois et on va te renvoyer la parole pour que tu finisses en bonne façon québécoise. À la prochaine. À la prochaine. Mais voyons donc, Charles! T'as encore oublié là! Et maintenant, pour le disclaimer. Nous ne sommes pas des docteurs. Gardez ça en note. Nous sommes juste des petites personnes avec des opinions. Hey, on arrive à la fin de l'épisode!
Ça a été tellement vite, écoute! Fait qu'on a vu l'expression aujourd'hui, swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois. Pour le prochain épisode, on va voir une autre expression. L'expression de cet épisode, c'est se faire passer un sapin. Allons voir comment Charles va la dire celle-là, pis si elle comprend encore une fois.